Alexandre Babessienne, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être le premier invité de Dimanche Politique cette semaine. Très difficile d'avoir des hommes politiques, je ne sais pas pourquoi. Et vous êtes toujours en mode Noël Oui, à Cœur-Pipe. oui, toujours en mode pour le sapin et ensuite bien sûr à température. Oui, très frais. Assez frais en ce moment. Oui. Alors qu'on meurt de chaleur à Poli où j'habite. Exactement, il paraît. Vous avez participé en tant que candidat de l'Alliance L'Espoir, si je me rappelle bien. Tout à Alors, fait. comment vous avez joint, parce que je vous ai connaissé un peu plus ailleurs, mais comment Oui. vous avez rejoint un peu l'Alliance Espoir, qui était en fin de compte une entente de beaucoup de partis, parce que j'ai vu beaucoup de personnes de venir de différents horizons Tout à fait. qui ont fait cette entente-là. Exactement. Déjà, j'ai démissionné du ralliement citoyen pour la patrie avec pour intention de ne pas forcément poursuivre une politique active, mais beaucoup plus peut-être pour essayer de m'intéresser aux problèmes de façon plus professionnelle d'abord. C'est-à-dire que j'ai voulu me spécialiser dans toutes les questions de droit environnemental, de rédaction de politique environnementale, de cadre juridique. Et j'ai donc interrompu momentanément ma carrière politique pour suivre une formation à cet effet. Et suite à la validation de ma formation, je voulais vraiment uniquement me concentrer sur le côté technique pour apprendre d'abord du métier, de la réalité du terrain, comme ils disent à Maurice, mais là, ce n'est pas du terrain, c'est de la réalité dans le monde des affaires, dans le monde associatif. Et ensuite, pour me donc replonger dans la sphère politique un peu plus tard. Et j'avais donc démissionné du RCP. Et quand les nouvelles élections sont arrivées, j'ai vraiment décidé de participer à ces élections à la dernière minute sur demande d'une amie et qui a su me convaincre, donc pour X raisons qui me sont personnelles. Et donc je me suis présenté au début en indépendant et par la suite, sachant que je me présentais en indépendant, Patrick Bellecourt et Patrick Philogène de Nos Républiques m'ont approché et m'ont fait comprendre, je savais bien qu'ils avaient raison, qu'en tant qu'indépendant, j'aurais peut-être moins de couverture qu'en tant que membre d'un parti lors de ces élections, et donc de rejoindre leur alliance pour pouvoir poser en tant que candidat. Chose à laquelle j'ai acquiescé, étant donné que j'avais déjà eu l'occasion un petit peu avant de voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient en interne, quelles étaient leurs idées, leurs valeurs, etc. Et comme elles n'étaient pas très éloignées des miennes, voire semblables aux miennes, j'ai accepté. J'ai accepté de rejoindre cette formation pour le temps des élections. Vous avez été candidat à la partielle de numéro 18. Tout à fait. Vous avez été candidat. Est-ce que une partielle, une élection générale, c'est la même campagne? Est-ce que c'est pareil? Je pense que ce qui a changé entre les élections générales et les partielles du numéro 18, c'est peut-être qu'on me connaissait déjà un petit peu, que j'avais déjà un nom sur le comment dire, sur le giron politique. Vous avez été candidat à la partielle du numéro 18 et candidat pour le 7 novembre 2019. Est-ce que c'est pareil en fin de compte, une campagne pour une partielle et une campagne pour une générale? Pour moi, du moins, ce qui a changé, c'est que depuis la partielle du numéro 18, donc en 2017, désolé, j'ai acquis une certaine, je ne vais pas dire une certaine notoriété, mais du moins je n'étais pas un inconnu sur la scène politique au moment où j'ai posé ma candidature. Ce qui m'a valu donc, on va dire, une relation facilitée avec les médias que je n'avais pas avant. Et donc quelques interventions supplémentaires donc, pour pouvoir partager mes idées un petit peu plus au grand public. Maintenant, est-ce que la chose s'est produite de la même façon, c'est-à-dire est-ce que les moyens étaient les mêmes, les méthodes étaient les mêmes? Pour les moyens, oui, ils étaient les mêmes, c'est-à-dire que j'ai financé ma campagne exclusivement à partir de mes salaires
d'accord, de mes économies. Donc, oui, sur ce plan, ça n'a pas vraiment changé. Maintenant, ce qui a pu changer peut-être, c'est qu'on a eu quand même une conciliation, certaines conversations entre les membres de la formation pour essayer d'aligner nos campagnes, d'aligner le thème ou les thèmes qu'on souhaitait défendre, les valeurs que nous défendions. Et on parlait aussi un peu des uns des autres, ce qui permettait d'augmenter notre couverture. Mais est-ce que c'est facile, Alexandre, quand je vois Yovan Bijador qui a été ton adversaire au numéro 18, j'ai vu Belko qui n'était pas là mais qui est venu, j'ai vu Amika Badjan qui lui, il est membre du Front de Libération Nationale. C'est facile de faire tout le monde. Tu as une formation du IACP. Est-ce que c'est facile d'avoir un point commun quand vous discutez alors que ça peut aller dans toutes les directions? Je pense qu'on a, dès le départ, accepté de faire abstraction des différences. C'est-à-dire qu'on a chacun un point de vue sur des questions, sur d'autres questions, mais on a quand même des valeurs et des objectifs. Et ça, c'est très important. C'est l'objectif, la vision que nous avons pour le pays, qui est semblable, qui est vraiment très proche. Ce qui nous permet vraiment de travailler. Et sur les points où nous ne parvenons pas à nous entendre, disons que nous allons écarter ces points pour ne nous concentrer que sur ce qui nous rassemble vraiment. Mais présenter une équipe 14, 15, 16 personnes, c'est pas représenter, c'est pas vouloir aller vers le pouvoir. Est-ce que c'était peut-être un premier pied, peut-être d'une organisation dans une élection? Parce que 12, 13, on forme même pas, même si tout est libre, on forme une opposition, ou bien on rentre au gouvernement avec des postes. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il n'y avait pas d'ambition de rentrer au gouvernement avec des postes. Il y avait peut-être une ambition d'être potentiellement député de l'opposition. Mais en même temps, c'était avant tout une démarche visant à démontrer que la scène politique peut être renouvelée, qu'il peut y avoir des personnes qui se présentent sans se présenter sous d'anciens drapeaux. Et bien qu'on nous ait dit et répété que sans appartenir à une grande formation, on ne passerait jamais des élections, on s'est quand même accroché à cette idée pour pouvoir, réveiller un petit peu, éveiller plutôt la conscience des gens en se disant, écoutez, vous pouvez faire de la politique, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez être entendu, même sans appartenir à ces grosses formations. Ce qui est le cas. Regarde, par exemple, au lendemain des élections, nous avons quand même été chacun consultés par les médias, et nous le sommes toujours aujourd'hui. Ils nous interrogent toujours sur nos points de spécialisation. Par exemple, moi, ça va être beaucoup plus sur les questions environnementales, Patrick sur les questions de commerce, finances, sociales. Et on va dire que chacun a quand même continué à être sollicité. Et est-ce qu'on aurait été sollicité, est-ce qu'on aurait pu se faire entendre si on ne s'était pas présenté? Je ne pense pas. Mais quand on est une source pour un journaliste, pour une radio, pour faire des débats, mais est-ce que c'est facile de faire la politique de l'entente les sports, rentrer dedans, ou bien tes philosophies? Disons, tout à l'heure, on va parler un peu de l'environnement, c'est un sujet qui me concerne, parce qu'au numéro 18, il y a Kavi Ramano, qui est le ministre de l'Environnement. Est-ce que c'est facile de venir, quand on est une source, de mettre de la politique dedans? C'est pas vraiment de la politique. C'est-à-dire du moins pour ma part, je ne me suis jamais considéré comme étant un politicien. Jamais. Parce que je n'ai jamais fait de politique avec des ambitions politiques. Tu vois, j'ai fait de la politique parce que j'avais des attentes, mais des attentes auxquelles les politiciens en place n'ont jamais su répondre. Donc, si je comprends pas, tu es un docteur qui ne veut pas être docteur, parce que faire de la politique, adhérer à une formation politique, prendre part dans deux élections, on peut dire, c'est le travail d'un politicien. Un politicien, quelqu'un qui veut faire de la politique. Oui, mais le politicien, la majeure partie, pour moi, du travail du politicien qui n'est pas encore élu, qui cherche à se faire élire, c'est le marketing politique. C'est de communiquer pour dire aux personnes ce qu'elles veulent entendre, et pas forcément ce qu'elles doivent entendre, ce qu'elles devraient entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment
de réflexion, de débat autour d'un état des lieux qu'il ferait sur une question qu'il maîtrise et sur laquelle il voudrait apporter un changement. Il n'y a pas de ça. Et nous, c'est justement, du moins, je ne peux parler que pour moi, parce que pour les autres candidats, ils ont peut-être une appréciation différente. Mais pour ma part, c'est un peu ce que j'ai toujours eu envie d'amener dans le débat. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de parler sur des sujets que je maîtrisais et sur lesquels je pouvais apporter une différence. Et mes campagnes ont toujours porté que sur ce type de débat. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit, Alexandre, qu'il fallait faire une réflexion. Quand je regarde un peu les scores des partis émergents, je pense à 100% citoyens, vous n'avez pas dépassé les 8-9% ensemble. Mais tout le monde ensemble, vous n'avez pas dépassé les 8-9%. Non. Est-ce que les électeurs sont intéressés par ces partis-là? Est-ce que vous n'êtes pas comme en train de vous batailler contre les moulins avant? Enfin, une petite référence à la littérature. Écoute, je vais simplement répondre à une question par Une illustration. Par une illustration. Une majorité de personnes acceptaient le postulat que la Terre était plate. Oui. Pendant de nombreuses décennies, sinon de nombreux siècles. D'accord? Et s'il n'y avait pas eu de personnes, de scientifiques, qui s'accrochaient pour démontrer que la Terre était ronde et qui, au final, ont réussi à démontrer que la Terre était ronde à un moment ou à un autre, mais grâce à des arguments concrets, alors que les arguments sur la Terre plate n'étaient pas concrets, aujourd'hui, je crois qu'on n'aurait pas du tout avancé dans le domaine de la science. Donc, du moins, sur le plan de la forme de la Terre et des planètes, etc., sur tout ce qui est astronomie. Donc, je pense qu'en s'accrochant, on attirera beaucoup plus l'opinion, on éveillera beaucoup plus cette conscience chez les personnes qui leur permettra de se lancer. Parce que ce qu'on recherche, c'est de leur démontrer qu'on est comme eux, ok? On paye nos impôts, on se lève tous les matins, on va au boulot. Je suis désolé, mais c'est pas parce qu'on a une bonne situation ou une situation plus ou moins confortable qu'on ignore tout ce qui se passe dans ce pays. On est peut-être beaucoup plus connecté justement à cette situation et à ces réalités, en fonction des postes que nous occupons, où nous voyons vraiment comment la vie de chacun des salariés, de chacune des personnes qui travaillent dans la société fonctionne, etc. C'est-à-dire que quand tu roules, que tu passes à travers une cité, tu n'as pas besoin d'être pauvre, d'appartenir à un milieu défavorisé pour comprendre, pour voir la souffrance, pour voir les malheurs des gens, tu vois. Pour peu que tu aies un peu d'humanisme en toi, tu vois toutes ces choses-là. Mais tu ne risques pas d'être considéré comme Copernic qui a dit que la Terre tournait au soleil, c'était pas tout le contraire. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, bon, vous êtes là pour la garer, vous faites partie du folklore, mais on va voter toujours les 4 mains. Je crois que c'est une question de conscience. Nous avons une conscience qui dépasse la sphère politique, qui dépasse l'ambition politique. Et je pense que si on fait passer l'ambition politique avant sa conscience, c'est là qu'on a un petit souci. Est-ce que vous avez été surpris? J'ai l'impression que quand j'étais dans le bureau du commissaire électoral, c'est comme si on a l'impression que les alliances se sont faites dans le parking. Peut-être c'est en tentant un petit peu plus devant, mais on voyait que tout le monde a été pris par... c'est-à-dire les alliances oui. On a l'impression que toutes les formations politiques ont été prises par surprise par la déclaration dominicale du Premier ministre que les élections allaient se faire dans le 7 novembre, mais Nomination Day, 14 jours avant, d'après les termes de la loi. Je ne sais pas. Pour ma part, ça ne m'a pas du tout étonné. J'y étais déjà préparé, étant donné que beaucoup de personnes qui appartenaient justement à certains partis, à certaines formations, à certains cercles, en parlaient déjà depuis un moment. Et à peu près 2 semaines avant que la date soit arrêtée, j'étais déjà au courant de la date. Donc vous avez des bonnes sources. Est-ce que des bonnes sources? En tout cas, ce sont des sources qui se sont vérifiées. Elles n'étaient pas vérifiables parce qu'on ne pouvait que se baser justement sur ce que les personnes disaient. Mais ce n'étaient pas les sources vérifiables. Quand on est l'Alliance Espoir, qu'on voit un match à 3 dans la sphère, tu pars dans ta circonscription pour aller batailler
qui ont des grands des cadeaux ou qui ont le soutien. Est-ce que ce match à trois n'a pas faussé certaines choses? Non, je pense que c'est la population qui fausse le jeu. Comment? À considérer que les élections n'aient pas été truquées. Je ne peux pas m'avancer dessus, je n'en ai aucune idée. Mais à considérer que les élections et que les résultats n'aient pas été truqués, je pense que la population fausse le jeu, principalement par rapport à ce qui peut nous être dit sur le terrain. Par exemple, tu sais, quand on fait une élection, qu'on marche à travers la circonscription, qu'on a des intentions de vote, où les personnes, vraiment tu passes beaucoup de temps à écouter le malheur des gens, mais pas dans un souci d'avoir leur voix, mais dans un souci de comprendre aussi. Parce que le fait de comprendre les éléments qu'ils te rapportent te serviront un jour dans tous les cas à voir comment améliorer tes propositions, comment être plus proche d'eux sur certains plans et comment corriger certaines idées reçues qu'ils peuvent avoir. Enfin bref. Et du coup, quand tu entends le mal qui est dit de toutes les grosses formations une fois que tu es sur le terrain, tu ne t'attends pas à ce qu'ils votent pour toi parce que tu sais que dans tous les cas, les intentions de vote sont une chose et le vote est une autre chose. Mais tu ne t'attends pas justement aux résultats que nous avons pu voir pendant ces élections. Et à chaque élection, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas particulièrement ces élections-ci. Donc l'effet des annonces, c'est-à-dire des promesses électorales, chacun a son terme, d'autres après ça, des bribes électorales, la pension à 9 000 roupies, l'autre qui faisait d'autres, l'autre qui a proposé d'autres. Peut-être l'élément de l'augmentation de la vieillesse. La pension de vieillesse a été un élément qui a fait cette élection-là. C'est-à-dire qu'il faut donner pour avoir le vote. C'est-à-dire on achète, on propose quelque chose et c'est quelque chose. Ça, il faut le faire dans les jours qui viennent. Et ça, c'est pour 5 ans, ça. 4 ans et demi, 5 ans. Écoute, ce n'est pas un bribe électoral. C'est un programme, c'est un engagement. Et à ce niveau-là, chaque parti est libre de tenir son engagement. D'accord? Si, disons, une mesure est prise, allons dire, une semaine ou 2 semaines avant les élections, on change une loi pour satisfaire une partie de la population, ça peut être considéré comme un bribe électoral, selon moi. Maintenant, légalement, je ne sais pas, je n'ai jamais pioché la question. Maintenant, si ce n'est qu'un engagement, si je suis réélu, je ferai, ça revient même à dire pour une autre formation, si je suis élu, je ferai. Tu vois, c'est un engagement. Mais pourquoi est-ce qu'on donne plus de crédibilité aux grosses formations? C'est parce que ce sont celles qui ont les 60 candidats, très souvent. Ce sont celles qui ont, du moins dans l'esprit du public, une expérience politique et donc une expérience leur permettant de gérer un pays, d'implémenter leurs engagements au plus vite. Et donc je pense que c'est pour ça que les votes se dirigent beaucoup plus vers les grosses formations. Et les ressources financières aussi. Enfin, c'est assez important. Parce que moi, j'ai été dans le numéro 1. Je peux dire qu'un grand parti n'était presque pas présent. On avait l'impression qu'il n'était pas sur le terrain. Il y a d'autres qui étaient là à presque chaque coin de rue. Oui, ça se remarque. Justement, quand on passait justement à Moka-Saint-Pierre en voiture, on voyait très bien où il y avait des bannières, où il y avait des petits drapeaux et où il n'y en avait pas du tout. Et on voyait l'absence de partis où je pense que les gens misaient beaucoup plus sur certaines circonscriptions. Et je pense que ça démontre aussi l'état de santé financière de ces partis. Parce qu'ils auraient été présents partout s'ils avaient les moyens financiers. Mais à force de ne pas être réélus, souvent, on commence à s'essouffler financièrement. Et je pense qu'ils ont vraiment concentré leurs efforts sur les circonstances. D'où l'importance d'un projet de loi, d'une loi pour le financement des partis politiques, peut-être pour aider tout le monde. Moi, je suppose qu'on aide l'Alliance Espoir, tous les mouvements possibles. Parce que si vous avez dépensé peut-être 60 millions et que vous n'êtes pas élu pour payer 60 millions, alors que les autres partis qui ont déjà des financements, eux, ils vont être, je vais mettre ça en guillemets, ils vont être remboursés pour les frais. On pourrait, mais ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais pour la simple et bonne raison que dans ces lois, on tente souvent de moraliser la politique en mettant des sommes qui sont dérisoires.
Or, pour pouvoir tenir une campagne comme celle qui sont tenues par les grosses formations, c'est excessivement coûteux. C'est très 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 coûteux d'avoir de la visibilité partout. D'autant, je te donne un exemple, moi j'ai pas dépassé 20 000 roupies pour ma campagne. C'était mon budget, je ne l'ai pas dépassé, mais j'ai mis 9 banderoles. Dans les 9 banderoles, il y en a 6 qui ont été coupées au cutter, arrachées, volées, qui ont disparu complètement. Donc j'imagine que pour les grosses formations où ils se disputent beaucoup plus la place, c'est pire. Donc il y a des financements qui sont quand même beaucoup plus importants à ce niveau. Et la visibilité, le marketing politique demande énormément de moyens de financement. Quand on met des bannières, le lendemain, 3 jours après, tu vois ta bannière, tu as mis beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie, il y a du graphique, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est couper, c'est déchirer. Quelle impression que ça te donne? Tu es en danger? J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est comme si il ne faut pas te voir? Peut-être tu es en danger dans ce quartier-là. Peut-être je pense qu'il y a quelque chose d'ethnique, un peu ethnographique, ethnopolitique dans la localité. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire exactement ce qui passe par la tête des gens. Mais être un danger par rapport à un autre candidat, je ne sais pas forcément. D'autant si c'est un candidat de grosse formation, parce qu'ils savent pertinemment que sans des fonds importants, sans une injection d'argent importante, on ne gagne pas une campagne. Ça, c'est un fait. On ne va pas gagner sur des idées, surtout par Maurice. On ne va pas gagner en tentant de parler de façon un peu intellectuelle d'un sujet, de montrer qu'on connaît, parce qu'ils ne vous votent pas. Ils ne vous élisent pas sur votre capacité. Mais sur plutôt votre capacité à faire du bruit, mais pas sur votre capacité à apporter quelque chose. C'est mon constat, c'est un avis personnel. Ça peut être pris comme une insulte, à ce niveau-là, je m'en fous. Non, mais non, la phrase est intéressante. Oui, oui. Je vais t'expliquer. Par exemple, 2 jours avant, j'étais sur Rivière-Noire, et 2 jours avant qu'il y ait la messe, donc le samedi et le dimanche, j'ai mis une bannière vis-à-vis de l'église Saint-Augustin à Rivière-Noire. C'est-à-dire qu'en sortant de l'église, tu ne pouvais pas manquer. Donc je visais un électorat, parce qu'il faut viser aussi un électorat, on est à Maurice, malheureusement c'est comme ça, hein. Il faut cibler son électorat, et j'avais ciblé ce jour-là un électorat. Je mets ma bannière, un peu avant la messe, la bannière est coupée, elle disparaît, mais juste à cet emplacement. Juste à cet emplacement. Les autres bannières qui étaient répandues un peu partout, à des endroits bien moins, on va dire, bien moins stratégiques, bien moins visibles, n'ont pas été touchés. Donc pose-toi la question. Qui visait ce même électorat que toi, le même jour que toi, et qui avait sa bannière à côté de toi? Ça répond directement à la question. Mais tu n'as pas fait une petite enquête? Tu as une idée, peut-être on a une idée. J'ai une idée, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que ce que ça me montre simplement la petitesse des gens. Et ça me, on va dire, persuade dans l'idée que j'ai en fait du fonctionnement des choses et dans le temps que ça prendra surtout à changer les choses à Maurice. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Maurice n'a pas d'idéologie, c'est-à-dire idéologie est égale 0 à Maurice. Parce qu'on est dans le fameux centre depuis quelques années, je le dis, je répète, on est dans un centre, c'est-à-dire tout le monde on est conservateur, on est centriste maintenant. Parce que quand on reconnaît un peu les programmes, le vote aussi, l'alliance, tout ce que j'ai vu, mais c'est très centre. Il n'y a pas vraiment de démarcation, à part quelques petites mesures à droite et à gauche, quelques points virgule. Mais c'est presque la même chose. Écoute, c'est compliqué pour un parti politique de se démarquer sur la base d'un programme. C'est même impossible. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison qu'un pays tourne autour de grandes questions, de grandes thématiques qui sont les mêmes pour tous les pays. L'éducation, le chômage, donc la question de l'emploi, la question de l'environnement, la question de l'agriculture, de la distribution des terres, donc de la démographie, la question de l'urbanisme, de l'éducation. Enfin, toutes ces questions doivent obligatoirement revenir. Et dans un pays comme l'île Maurice, au point où nous en sommes actuellement, les propositions, donc c'est-à-dire les mesures à prendre pour atteindre la prochaine étape de développement, ne peuvent être que les mêmes pour chacune des formations politiques. Donc, là où un candidat devrait beaucoup plus être jugé en partant de ce postulat, c'est sur sa capacité à défendre
à proposer et à se révéler comme étant l'acteur clé qui, s'il est mis au poste clé, pourra vraiment implémenter ce qu'il vend dans son programme. Tu vois? Mais quand un programme, Alexandre, soit 14 jours, 15 jours, 10 jours d'une élection, Ouais. en deuxième partie, pas la campagne, mais tout le monde ne regarde pas. On n'entend que les mesures, on n'a entendu que mesures. Ouais. C'est sûr qu'on a entendu. On entend les mesures, mais je pense que le Mauricien, aujourd'hui, dispose de suffisamment de recul pour pouvoir juger de façon très objective les candidats ou même les formations politiques. Tu peux avoir dans une ancienne formation politique un recrutement intéressant. Et c'est là que, bien que je ne sois pas un très grand fan du MSM, ni du MMM, ni du PTA, etc., je ne suis pas fan des grosses formations, je trouve que tu as eu quand même un renouvellement dans le MSM qui est relativement intéressant. J'ai entendu Manish Gobin se prononcer sur les questions de l'agriculture. J'ai entendu Kavir Amano se prononcer sur les questions liées à l'environnement, la politique environnementale. Je vois l'énergie que met le nouveau ministre de la Culture dans la culture. Je pense qu'il faudra qu'il prenne encore ses marques. Mais je suis quand même assez satisfait de ces personnes en écoutant le discours. Maintenant, il faudra voir, avec un peu de recul, ce qu'elles auront apporté, l'énergie qu'elles mettront dans l'implémentation de ces mesures. Okay? Donc, sur ces personnes, ces nouveaux candidats, on n'a pas suffisamment de recul parce qu'on ne les a pas connus en tant que politiciens. Donc, il faut peut-être leur donner une chance. Mais quand tu as un recul sur des politiciens qui font de la politique depuis 40 ans, sur les résultats qu'ils ont apportés, je pense qu'en général, le choix aurait dû basculer. C'est-à-dire, bon, écoutez, ces personnes, on leur a donné la chance, peu importe la formation politique à laquelle ils appartiennent, ça peut être d'une petite ou d'une grande, ces personnes, on leur a donné la chance. Allons plutôt écouter, pendant ces 14 jours ou ces 15 jours, ce que les nouveaux candidats ont à dire. Tu vois, ce que ces personnes qui te disent qu'ils veulent changer, qu'ils appartiennent à une nouvelle génération, qu'ils viennent avec une nouvelle vision, ont à proposer. Tu vois. Donc, si je prends le numéro 14, le train, c'était le train Alain Ganou, comme le roi du numéro 14, comme ça. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui débute, disons, Sandra Mario, s'il n'y avait pas eu Alain Ganou, aller sur le terrain. Alain Ganou, il t'emmène 6 000, 7 000 personnes, 6 000, 7 000 voix, facilement. Tu gagnes une élection avec Alain Ganou. C'est très difficile pour un jeune. On sait que Ganou, Bagouane, et tous ceux qui sont là depuis maintenant presque 4 décennies, ils sont là, ils sont pas clairs. On aurait pu jeter Béranger, on aurait pu jeter Colin Davido, on aurait pu jeter Bagouane dans le numéro, mais ce sont des personnes qui ont une emprise, un travail. Les Mauriciens aiment ça, ce fort de figure-là. Je suis d'accord. Tu as, on dit à peu près 42 000 électeurs dans le numéro 14, ok? Ganou, parce qu'on parle de Ganou, mais c'est un peu pareil pour les autres, c'est assuré, pour moi, par des faveurs, pas par des faveurs pendant les élections, mais par le traitement, on va dire le traitement privilégié qu'il accorde même durant ses mandats, en toute légitimité, à une partie de la circonscription pour se garantir un électorat. Tu vois? C'est comme ça. Je me garantis un électorat, je sais qu'aux prochaines élections, pour passer en moyenne, j'ai besoin de 10 000 personnes. Je me sécurise ces 10 000 personnes en privilégiant, on va dire, certains quartiers, certaines familles, etc. Et je m'assure mon poste. Parce que, franchement, te dire, pour avoir été sur le terrain dans la circonscription, les endroits délaissés par Ganou sont très nombreux, où ils n'ont jamais vu Ganou en un mandat, ou si une route est pétée, c'est pas Ganou qui va parler de cette route à cet endroit précis, etc. Tu vois? Donc, voilà, c'est une façon, c'est un jeu, c'est le jeu politique, mais le problème, est-ce que le jeu politique qui met un politicien à la tête du pays ou à la tête ou à un poste de député,
est-il une garantie d'avoir un bon politicien, quelqu'un qui travaille pour l'intérêt national? Mais quand tu rentres quelqu'un qui a une carrière de 8, 9, 10, 12 élections, on parle d'élections, 12 élections, se fait élire en la majeure partie, parce que Gano et Rajesh Bhagwan, les deux, je pense, ils sont là depuis le premier député, ils sont là jusqu'à maintenant, et ils risquent d'être là encore dans les années à venir, parce que ce sont des points forts de ces partis-là. Ce sont peut-être des points forts, mais la question, ce sont des points forts des partis, mais pour moi qui suis la politique en tant qu'observateur politique plus qu'en tant que politicien, je ne vois pas ce que ces personnes apportent au pays. Je ne vois pas de mesures que ces personnes proposent, je ne vois pas d'implémentation auxquelles ils participent qui apportent quelque chose au pays. Mais quand on regarde vraiment dans la circonscription, on ne veut pas parler du ministre du rail et du transport, du land transport, mais tu as été sur le terrain, mais quand tu sais comme ça que c'est c'est un homme politique qui a depuis 38 ans, il fait presque, tous les jours il est presque sur le terrain, mais comment vous n'arrivez pas à vous imposer, à tourner? Peut-être pas dans les quartiers où il a l'habitude d'être présent, mais dans les quartiers où il est dit ne pas être présent. Écoute, pendant la campagne, dans le numéro 14, je ne peux que parler de mon expérience personnelle. Oui, bien sûr. Uniquement, parce que c'est ce que moi je sais de mon vécu. Okay? Pendant la campagne, je rencontre une dame. J'aurais bien voté pour vous, mais quelles sont vos chances d'être au gouvernement? La question est claire. Voilà. Quelles sont vos chances d'être au gouvernement? Je dis, mais pourquoi gouvernement? Parce que, forcément, si vous n'êtes pas au gouvernement, vous ne pourrez pas changer grand-chose pour nous. Tu vois? C'est un problème institutionnel. C'est un problème institutionnel parce qu'à l'île Maurice, si je vais comparer à la France, aux États-Unis, etc., où les oppositions sont fortes, les oppositions sont force de proposition, à l'île Maurice, et c'est malheureusement une faille constitutionnelle, l'opposition ne peut pas être vraiment force de proposition. Elle n'est là que pour agir comme un contre-pouvoir. Pas vraiment pour freiner, donc l'application d'une politique, mais pour freiner des abus, pour dénoncer. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait à longueur de temps. À chaque fois, ils vont poser une question sur les lois, ils vont poser une question sur un sujet d'actualité, sur un sujet d'actualité, etc. Mais à aucun moment, ils ne vont être force de proposition, proposer en disant, écoutez, votre texte de loi est bien, mais peut-être que sur les points que nous soulevons, il aurait pu apporter un petit rectificatif. Et ils ne peuvent pas non plus être à l'initiative d'un projet de loi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un Parlement, ce n'est pas un lieu où on parle de sujet d'actualité. Le Parlement, c'est le législatif. Le législatif légise la loi. C'est un endroit où on règle les problèmes en proposant des lois et en votant des lois, uniquement. Mais lors des débats, de plusieurs débats, si tu as suivi Alexandre, l'opposition fait des amendements au texte de loi, mais ces propositions sont mises de côté parce qu'il y a les chiffres, on n'a pas le nombre suffisant pour renverser une décision. Mais oui, parfois, c'est ça le problème. Quand tu me dis que l'opposition n'a pas de proposition, quand il y a un texte de loi, on dit on est d'accord, mais on voudrait amener. Je sais que Reza Outé m'a présenté des amendements. Il y a un tel, peut-être Shakil Mohamed ou Duval ont proposé des propositions, mais arrivé au moment du vote, oui, mais il y a... Là, les non habitent. Je vais peut-être modifier mon propos en disant que ce n'est pas par rapport à un amendement, à un texte proposé par le gouvernement, mais c'est par rapport au fait de pouvoir avoir l'initiative du loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas de texte qui régule tel ou tel secteur, nous devrions pouvoir venir en tant que députés de l'opposition avec un texte que nous proposons au vote. Donc le premier texte qui a été proposé ne sera pas une loi, c'est le discours-programme. Donc on avait première impression du discours-programme 2020-2024. Écoute, ce sont des propositions ambitieuses, mais le problème demeure le même. C'est-à-dire qu'on nous dit à chaque fois, we will. The government will. On va.
on ne dit à aucun moment comment est-ce qu'on fera. Quel sera le modus operandi. Nous comptons faire, oui, ils vont vous dire par exemple, nous comptons prendre telle ou telle mesure en implémentant tel ou tel organisme. Oui, mais moi ce que je veux savoir, c'est comme on a un problème de transparence dans la politique mauricienne, c'est d'abord, nous avons prévu de créer tel ou tel organisme, mais communiquer sur le souci de transparence en Maurice, par un souci de transparence, les nominations des membres de cet organisme seront faites par un organe privé, un organisme privé. Tu vois? Tu peux passer par des gens comme PricewaterhouseCoopers, BDO, enfin peu importe, hein, tu as des organismes qui le font. Mais il y a pour moi un gros manque d'articulation, si tu veux, entre les mesures qui sont proposées. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, là, ils te disent Housing programs in a sustainable environment. Ok. Si on prend cette mesure, c'est le même gouvernement qui est au pouvoir, là, okay, en quelques mois. Ils ont inauguré, il n'y a pas longtemps, à Forestside, il me semble, des maisons de NHDC. Très jolies petites maisons, vraiment modernes, etc. Je pense adaptées à une famille qui a envie de sortir de cette misère à laquelle elle a été habituée. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de sustainable environment sur le plan environnemental et sur le plan social. Sur le plan environnemental, d'abord, tu n'as pas un morceau de pelouse. Tu n'as pas un arbre, tu n'as pas une plante en bordure, tu n'as pas un espace vert pour que les familles puissent aller se retrouver et se côtoyer. Tu n'as pas maintenant sur le plan social d'intégration sociale. Parce que si on continue à créer des espèces de bidonvilles, peu importe la forme de l'urbanisme adopté, où tu regroupes les pauvres qu'entre eux, tu aurais un problème d'insertion sociale. Et c'est très très important de pouvoir faire les Mauriciens se côtoyer entre eux pour casser tous les préjugés, tu vois. Là, on a cherché un terrain où on n'était pas trop loin d'une autre cité, on va prolonger la cité en la modernisant. Et c'est exactement ce modèle qui a débouché en France, parce que j'y ai vécu, donc je peux en parler, sur ces cités que nous avons actuellement, qui sont des endroits où les gens ont du mal à s'en sortir, ont du mal à s'intégrer, parce qu'automatiquement, quand ils vont mettre leur adresse et tout, l'employeur va peut-être un petit peu reculer et être moins favorable à des personnes provenant de cités. Mais est-ce que entre le programme, sans doute que tu as vu de l'Alliance mauricienne, et ce qui a été présenté, il y a des différences, ou bien c'est la même chose, ou bien ils ont retiré certaines choses? Je ne peux pas dire, je n'ai pas procédé à une comparaison, donc honnêtement je ne saurais pas dire. Mais encore une fois, pour moi, où il y a une certaine incohérence, c'est qu'après 5 ans de mandat, on ne vient pas proposer dans ce programme-ci, donc qui est une continuation, des rectificatifs, et donc ça n'affiche pas une continuité. On ne vient pas proposer des rectificatifs, on vient proposer carrément des mesures qui sont censées, à les écouter du moins, répondre à tous les problèmes d'un coup. Tu vois? Alors qu'on aurait pu dire, écoutez, durant le premier mandat, nous avons proposé telle chose, telle chose, telle chose, qui était la première étape vers ce que nous proposons actuellement. Ce que nous proposons actuellement, c'est tac, tac, tac. Tu vois, des mesures qui sont une continuité logique. Là, par exemple, sur le plan environnemental, qui semble occuper une place importante aujourd'hui dans tous les discours politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, on voit qu'il parle énormément de environment, sustainable development, qu'on veut être des leaders, des personnes qui influencent tant sur le plan international que régional, etc. Mais on est très 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 loin d'être des exemples, notamment au regard de tous les développements fonciers qui sont prévus dans ce programme. Le développement foncier aujourd'hui de nouvelles villes, etc., est totalement inutile pour l'île Maurice. Totalement inutile. On aurait dû avoir un réaménagement urbain qui réorganise les villes actuelles. On aurait dû encourager à ce que les bâtiments actuels s'équipent de technologies permettant de produire de l'énergie verte, au lieu plutôt de dire nous allons bâtir des nouvelles villes avec ces nouvelles technologies. Mais quid des anciennes villes? Elles vont devenir quoi? Des ruines, c'est-à-dire qu'on compte délocaliser la population actuelle
sachant que nous sommes une population vieillissante et donc qui va être appelée à diminuer d'ici 20 ans, de peut-être 100 000, peut-être 200 000, peut-être plus, peut-être même beaucoup plus. Et pour moi, il n'y a pas de logique. Il n'y a absolument pas de logique. Où on te dit qu'on a besoin maintenant de préserver l'environnement et où on te dit qu'on va faire un motorway M4 qui va longer complètement la côte Est. Et pour déjà longer la côte Est, il faut passer par les réserves de Grand Port. D'accord ? Qui font partie des dernières forêts, on va dire, endémiques de Maurice. Donc je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas la logique d'avoir donné des terres à un homme d'affaires chinois à Paille pour développer une ville immense. Je ne comprends pas cette logique. Parce que l'environnement, ce n'est pas des feuilles. L'environnement, ce sont des écosystèmes. L'environnement, c'est un paysage. Et il est supposé nous apporter une sensation de bien-être. C'est ça l'environnement en fait. Donc, le gouvernement a organisé des assises, une première impression sur les assises de l'environnement. Et pose une très bonne impression, du moins sur le discours du ministre de l'Environnement, une très bonne impression sur le fonctionnement même de ces assises et une très bonne impression sur le suivi post-assises. Il s'était engagé vraiment à organiser un suivi par la suite où chaque acteur s'étant présenté et ayant été convié allait être reconvié par la suite pour rediscuter, pour approfondir, pour améliorer justement les propositions qui avaient découlé de ces assises. Donc à ce niveau-là, pour le moment, toutes les promesses ont été tenues. Donc je ne peux pas aujourd'hui, par manque de recul, émettre un avis autre que celui-ci. Donc c'est un avis très positif. Donc on a annoncé que One Use Plastic, ça veut dire les pailles, les gobelets, ça va être banni dans quelques temps. On copie un peu, Rodrigue. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que j'ai l'impression que l'industrie de l'alimentation n'a pas entendu le message. Chacun est en train de faire son petit bout à sa façon, parce qu'il y a des commandes qui ont été passées peut-être depuis 6 mois, et on ne va pas savoir ce qu'on va faire du stock. On est en train de faire le plus vite pour renouveler. Oui, je pense qu'en fait, il aurait fallu geler. C'est-à-dire geler la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire d'avoir un texte qui ne soit pas rétroactif, mais qui soit strictement applicable à partir d'une certaine date. C'est-à-dire que s'il y a eu, comme tu dis, commande de marchandises, etc. avant, on ne peut pas non plus ruiner des entreprises, parce que constituer un stock représente un financement important pour une entreprise. Donc on aurait dû geler les commandes à partir d'une certaine date. Mais quand tu vas regarder notamment les mesures prises par le gouvernement, ils te disent qu'en 2015, ils ont adopté un regulation qui vient interdire l'utilisation de sacs en plastique, à usage unique, hein, c'est le cas, pour aller beaucoup plus vers le sac biodégradable. Okay. Mais quand tu lis les regulations, ils interdisent le sac en plastique, sauf les exceptions qui sont listées. Mais quand tu parcours toutes les exceptions, au final, tu réalises que toutes ces exceptions constituent ces sacs en plastique qu'on retrouve dans la nature partout. En gros, c'est un regulation qui interdit sans interdire. Tu vois? C'est un regulation qui est juste là pour être là, pour dire qu'on a interdit. Mais en fait, ça n'interdit pas. Ça n'interdit pas le petit sac dans lequel tu achètes tes mangues au piment et des choses comme ça. Ça ne l'interdit pas. Ça fait partie des exceptions listées. Maintenant, sur le plan du single-use plastique, moi je trouve que c'est une escroquerie intellectuelle, non pas sur le plan local, mais sur le plan international. Parce que le sac en plastique biodégradable, à moins d'avoir été fabriqué à partir d'une matière 100% naturelle, par exemple comme ce qu'on appelle les vegan bottles, qui sont aujourd'hui faits par Nicolas Moufflet, qui ont été inventés donc, à partir de sous-produits de la canne à sucre, qui sont, elles, vraiment biodégradables et non néfastes à l'environnement. Tous les plastiques biodégradables sont excessivement néfastes à l'environnement, bien qu'ils soient biodégradables, parce en fait, s'ils disparaissent à l'œil, ça devient des microparticules et des nanoparticules de plastique qui constituent aujourd'hui les pollutions majeures des océans. Oui. La mort des coraux, les poissons, etc. Et ce qui fait que quand toi, tu viens ingérer des produits qui vont provenir de la pêche, parce que là, ils ont un gros programme d'économie bleue,
Mais si nos poissons sont bourrés de microparticules de plastique, automatiquement, quand on va les ingérer, on sera aussi rempli de microparticules de plastique. Et notre corps ne les éliminera pas. C'est un grand danger, ça, pour l'être humain. Bien sûr que c'est un très grand danger, sur le plan notamment des cancers. Sur le plan des cancers, ce ne sont pas des matières qui ont été, on va dire, chimiquement programmées et ce ne sont pas non plus reconnues par les cellules du corps humain. On a parlé le tri des déchets. Ouais. C'est une bonne initiative, mais c'est une initiative. Quand je t'ai rencontré il y a quelques années de cela, tu étais dans le sud. Ouais, tout à Dans fait. le sud, il y avait une ONG qui avait commencé à mettre, on a vu que ça n'allait pas marcher. Mais tu penses que le Mauricien est vraiment frais pour ce genre parce que la question que je me pose, je suis d'accord à faire le tri, les 3 poubelles. Mais est-ce que à la fin, les brouilleurs qui va venir le matin, il a 3 casiers pour mettre ça va être 3 camions différents? On n'a pas encore été éclairé sur cette partie. Après, ça me sert de faire 3 sacs de plastique, ou 3 sacs poubelles, et on met ça dans une seule poubelle, c'est-à-dire on mélange tout. J'ai trié pour presque rien. Écoute, déjà, le tri, en fait, par une famille, démontre le niveau d'éducation de la personne déjà. Le niveau d'éducation, le niveau de conscientisation. Okay? Aujourd'hui, je suis conscient que ce que je trie, parce que chez moi j'effectue le tri, tout ce que je trie, je suis conscient d'ignorer ce qu'il advient de mes déchets qui ont été triés. Tu vois, j'ignore aujourd'hui ce qu'ils en font. Bon, je sais que certains sont envoyés dans d'autres pays qui, eux, ont les moyens de recycler. Je sais que certains plastiques, tu as plusieurs types de plastique. Un type de plastique peut être recyclé à Maurice, mais pas les autres. Donc, ils sont envoyés à l'étranger. Je sais que l'aluminium peut être recyclé, etc. Donc, j'ignore. Mais mon devoir en tant que citoyen est quand même de faire cet effort de trier, tu vois. Nonobstant le fait de ne pas savoir où vont ces déchets, ma partie du travail ne consiste pas en savoir où vont ces déchets. Ma partie du travail, du moins la prochaine étape, consiste de moins faire cet effort de trier, tu vois. Parce que tu as des personnes qui ont fait un effort de mettre des centres de tri, ok. Et s'ils ont fait un effort, c'est avec une certaine logique, avec une certaine vision de ce qu'ils allaient en faire, tu vois, dans le but de protéger l'environnement. C'est pas ça qui manque. L'après, on va prendre du plastique, on va recycler, on va faire quoi? Je peux pas te dire, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas ce qu'ils en font. J'achète quelque chose, bon, tu as l'emballage en papier, tu as l'emballage en plastique. La personne va faire ça, va le reconstruire quoi? Il doit avoir une ressource derrière. Parce que sinon, lui, il a investi des millions, presque 1 milliard pour quelque chose qui ne le rapporte pas. Non, il ne va pas le rapporter, sauf s'il exporte. Sauf s'il exporte. Exact. Non, ou pas. Parce que tu avais à un moment une entreprise à Maurice qui transformait le plastique en table, en chaise. Oui, mais le prix de la table et de la chaise était vraiment haut du commun. Le prix était trop fort. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que le problème à Maurice, et c'est le même cas dans tous les secteurs et dans les mentalités mauriciennes en ce moment. Par exemple, demain, le gars qui fournit sa bouteille en plastique gratuitement, hein, parce qu'on recycle, il va se poser la question, quel profit est-ce que le groupe va faire à partir de ma bouteille? Mais ce n'est pas son problème, parce que dans tous les cas, l'entreprise, c'est elle qui prend tous les risques d'investissement. Elle prend le risque que son produit ne marche pas. Elle prend le risque, on va dire, en donnant les biens qu'elle possède aujourd'hui en garantie à des banques pour avoir les prêts pour pouvoir développer son entreprise. Donc, si on part dans cet esprit de se demander comment est-ce que les gens gagnent de l'argent par rapport à ça, c'est un peu comme si on disait au marchand de pommes de terre, le marchand de pommes de terre vend sa pomme de terre, on dirait à 15 roupies la livre, c'est très fictif, à 15 roupies la livre à KFC, et KFC vend sa portion de frites qui nécessite peut-être que de pommes de terre à 35 roupies, et le gars demande, moi j'ai un droit sur tes pommes de terre. Non, je suis désolé, parce que les gars qui ont mis en place KFC ont pris tous les risques, ont travaillé pour avoir une franchise, ont mis des expertises en ressources humaines, en finance, en trésorerie, en gestion, au service de leur entreprise qu'ils ont développée.
Tu vois, c'est le même cas qu'on retrouve dans le secteur carnier aujourd'hui, où tous les risques sont pris par le gars qui transforme, toute l'innovation par le gars qui transforme, et aujourd'hui on vient te demander d'être rémunéré quand on ne fait que fournir la matière première sans prendre aucun risque et sans encourir aucune perte s'il y a des pertes encourues, en s'assurant qu'on a toujours le même revenu que nous. Tu vois, c'est une logique qu'il faut changer. C'est un modèle économique à la mauricienne. Non, c'est pas un modèle économique. C'est qu'à un moment, soit tu choisis d'être producteur de pommes de terre, soit tu choisis d'être investisseur et homme d'affaires et de créer quelque chose à partir d'une matière première. Si ça t'emmène que KFC transforme tes pommes de terre en frites et les vende plus cher que ce que vaut ta pomme de qu'au prix auquel tu as vendu ta pomme de terre, ben arrête de leur donner ta pomme de terre, fais une baraque à frites et vends des frites. Tu vois, comme si... Ce sera un domaine de réflexion pour mes amis de la Small Planters Association. On va rester un petit peu dans le numéro 14. Il y a deux projets que le ministre de l'Environnement a annoncés, notamment à la Preneuse. Ouais. Pour un projet concernant la plage qui il y a 3 semaines, je suis passé là. Ça fait des années que je passe par la Preneuse. C'est un petit coin bien tranquille, comme tu le connais, mais je suis étonné par l'effet de l'érosion et l'effet des courants aussi qui me semblent ont changé. Oui, tout à fait. Pas là-bas. Le fait qu'on va réaménager, on va mitiger l'érosion, c'est pas quelque chose qu'il faut faire ça avec beaucoup de réflexion. Écoute, il te faut des experts. Il ne te faut pas des experts en urbanisme et en aménagement du territoire. Il te faut des scientifiques et des spécialistes des questions environnementales. Ok? Là, je ne dis pas... Là, ça sort de moi, mon expertise. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus sur les cadres juridiques. Mais là, il te faut vraiment des scientifiques. C'est-à-dire des personnes qui vont étudier les courants, qui vont étudier les causes, tu vois. Et ça, c'est un peu de cadre scientifique. Et j'ai l'impression que bien souvent, à Maurice, on saute cette étape scientifique qui est fondamentale en matière environnementale. Il faut se poser la première question, est-ce que ce changement de courant, est-ce que cette érosion est due à l'activité de l'homme ou à l'activité, ou à la nature, au changement climatique, etc. On met beaucoup de choses sur le dos du changement climatique, mais pour moi, toutes ces érosions sont exclusivement dues à l'activité de l'homme. Si tu prends la plage de la Preneuse, mon avis est le suivant. Tu as eu une perturbation des courants à un endroit précis qui a été développé et on a bâti sur l'eau, d'accord? En mettant ces piliers, en fouillant les fondations dans la mer, pour moi, tu as eu une perturbation des courants. C'est mon avis. Pourquoi est-ce que j'ai cet avis? Pour la simple et bonne raison que le démarrage de cette érosion de la Preneuse coïncide avec le moment des travaux qui se sont faits, qui se sont effectués, d'accord? On va prendre Pointe-d'Esny. Pointe-d'Esny, maintenant, qui est un cas qui est tout le temps référé. Mon grand-père habitait Pointe-d'Esny petit, d'accord? Aujourd'hui, Pointe-d'Esny a 100 mètres de plage de plus que ce qu'il y avait autrefois. Quand il était petit, en fait, tu avais une petite balise qui existe toujours, en pierre, et la mer venait taper contre cette balise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plage du tout. Et c'est à la Seconde Guerre mondiale où ils ont fait la jetée qui se trouve devant le fameux club nautique de Pointe-d'Esny, que les courants ont été perturbés et comme le courant était assez fort avant, ça a commencé à entasser le sable contre la jetée et ensuite ça a gagné jusqu'à partir vers le Dalbert, vers Blue Bay, la plage. Bon. Ensuite, progressivement, les personnes ont commencé à mettre des petites jetées entre qui permettaient d'agrandir les plages. Ensuite, le ministre Zayal a décidé de casser cette jetée, ces petites jetées, et aujourd'hui tu n'as plus de plage, et tu as une complainte des Mauriciens, comme quoi il n'y a plus de plage, il y a de l'érosion, etc. Là, je ne te parle pas de ça pour te parler d'un cas d'espèce, de Dayal, etc. Je te parle de ça pour te montrer que l'homme peut beaucoup impacter sur les courants, et peut soit contribuer à agrandir une plage comme un Pointe-d'Esny, ou au contraire, à complètement la rétrécir. Les courants de Pointe-d'Esny, qui sont très forts, étaient beaucoup plus forts quand j'étais petit, et c'était dû à une chose. Tu avais des carrières de sable où, à longueur de journée, les bateaux partaient, allaient ramasser du sable à la pelle, ils rentraient dans l'eau, je voyais ça étant petit,
Ils ramassaient, ils remplissaient le bateau à ras-bord et ils repartaient. Ça créait des petites barines, donc des petits trous comme ça, des canaux, et le courant s'accélérait. Le courant s'accélérait, transportait énormément de sable. Aujourd'hui, tu as un rétrécissement de la plage de Pointe-Dessny, parce que toutes les jetées ayant disparu et tous ces anciens trous de sable faits par ces bateaux étant toujours existants, le courant a recommencé à s'accélérer en l'absence des jetées et a transporté tout le sable qui avait été accumulé pour recombler en fait ces barines. Donc là, tu as un effet naturel de la nature qui est en train de rétablir ce à quoi elle ressemblait à l'origine. Tu vois? Mais ça, c'est le côté naturel. Donc, tu as érosion causée par l'activité de l'homme et érosion qui est un rétablissement, qui est dû en fait à un rétablissement de l'environnement de base. Quelle serait la solution contre ça? C'est à partir d'aujourd'hui d'interdire formellement toute construction sur les plages. Dernière question, bon, on retourne un peu au discours programme. Alors, première impression des jeunes, on a vu Fabrice David, Fukio, Tania Diol, qui a présenté la motion. Comment tu as vu, en général, hein, parce qu'on ne va pas aller dans des cas particuliers, parce qu'il y a des cas qui sont sur Facebook et où ça défile de minute en minute. Oui. Général, cette première impression des jeunes députés qui ont fait leur maiden speech au Parlement. Je les ai tous regardés, donc je peux m'exprimer assez objectivement. Subjectivement par rapport à mon observation, mais objectivement parce que je les ai regardés. Il y a une chose, un point que j'ai retenu et qui m'a assez, on va dire, impressionné, surpris, c'est que tous ces jeunes, même en dehors de Diol, de Fabrice David, de Karen Fouquion, se sont exprimés en français. Principalement en français. Ça c'est un point que j'ai soulevé qui m'a, je ne vais pas dire surpris, mais on ne va pas dire que ce sont des personnes, à part Fabrice bien sûr, qui sont de formation française et qui ont pris l'habitude de s'exprimer en français, tu vois. Donc, est-ce qu'ils estiment que le français est plus accessible aux personnes ne parlant exclusivement que le créole que la langue anglaise? Moi, je suis persuadé. Vu la proximité de la langue française et de la langue créole, je suis persuadé qu'une personne au Parlement qui parle le français sera beaucoup mieux comprise qu'une personne qui parle l'anglais devant un Parlement. Ok. Je peux me tromper. Et c'est jusqu'au jour où on autorisera probablement le créole à être parlé devant un Parlement. Donc, première remarque, ils n'ont parlé que le français. Deuxième remarque, hormis un cas que je ne citerai pas, que j'ai trouvé très poétique, très, on va dire... très lyrique. Très lyrique, mais en même temps vide, parce qu'on n'est pas là pour faire une démonstration d'une culture générale ou de connaissances, on est là vraiment pour participer à des débats parlementaires, donc à rester assez court de façon à ne pas perdre les personnes qui nous écoutent. J'ai été assez séduit quand même par la nouvelle génération. Je trouvais que les approches étaient assez intéressantes. J'ai trouvé qu'il y avait un comportement respectueux des institutions. Donc, un beau bal de débutants alors. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Raisonnable de la part du gouvernement, de la part des instances. Tu sais, je pense qu'il faut être logique. Le ministre est aussi à même d'attraper le coronavirus que toi ou que moi. Donc il sera un peu illogique qu'il n'ait pas pris les mesures qui sont en son pouvoir, justement pour s'assurer que ce virus ne vienne pas dans le paysage mauricien, ne vienne pas nous contaminer, nous, parce qu'il serait aussi à même de l'attraper, tu vois. C'est un peu comme si tu ne faisais pas confiance à un pilote d'avion, sachant qu'il y a un orage énorme sur l'Afrique. Tu ne fais pas confiance à ton pilote d'avion, tu l'attaques déjà pour se diriger vers l'Afrique, alors que le pilote lui-même, il tient à son avion, il tient à sa vie, il ne va pas passer dans l'orage, tu vois. Il va le contourner, il va prendre les mesures qu'il faut. Donc, pour moi, il y a eu une attaque qui était gratuite, une agressivité qui n'était pas
utile. Tu m'as posé une question sur Pravin Jagnnath, sur la continuité, etc. Écoute, je pense qu'il mène sa politique avec la vision qui est la sienne et donc avec une continuité. Il y a en effet une continuité si tu suis la politique qu'il a menée durant son premier mandat, du moins une partie de son mandat, et celle qu'il a annoncée indirectement, lui annoncée par le biais de son programme. Donc il y a une continuité. Moi je ne partage pas du tout sa vision pour le pays, principalement sur le plan de l'urbanisme, sur le plan environnemental. Pour moi, il y aura dans les années à venir, s'il n'y a pas de modification, de correctif apporté à ce qui a été annoncé, une surbétonisation du pays qui va, pour moi, exercer une pression sur le moral des Mauriciens. Et avoir un impact environnemental. On voit un peu à Richter. Parce que Richter, on avait 4 gouttes de pluie, on n'avait pas ces problèmes qu'on a maintenant. Même Tamarin l'année dernière, j'étais choqué de voir Tamarin après une grosse pluie. La partie des salines est inondée parce que tout le monde dit qu'on est en train de bâtir sur la montagne. Il y a ce gros projet qui se trouve à l'entrée de Tamarin aussi qui va avoir un impact sur la circonscription où tu étais candidat. Oui, qui aura un impact, mais si tu veux, tu as en deçà de l'impact que ça aura sur le plan environnemental, tu as aussi un impact social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mauricien dispose de très peu d'endroits où il peut se rendre pour être en communion avec la nature. C'est un fait. C'est-à-dire que si demain tu vas à la plage, tu as envie de ne pas être entouré de personnes, tu as envie de ne pas vraiment marcher les uns sur les autres, etc., bah, tu n'as pas vraiment d'espace de tranquillité. Parce que tu as un qui, lui, voudra faire de sa musique, l'autre, lui, voudra faire sa cuisine sur la plage, etc. Alors que dans les deux cas, c'est interdit. Hein? C'est légalement interdit, mais ils ne font rien. Bon, ça, c'est une autre question. Mais tu n'as pas de plage, d'endroit où tu puisses te ressourcer. Et là où je dis que ça finira par poser des problèmes sociaux, c'est que le Mauricien, le jeune, et je vois de plus en plus le jeune Mauricien, commence à être de plus en plus proche de la nature et se rapprocher d'activités qui se font en pleine nature. C'est-à-dire l'escalade, les balades en montagne. Ils veulent pouvoir avoir accès aux côtes pour faire un tour de Maurice où ils veulent, quand ils veulent. Donc, ils se mettent beaucoup plus à des sports comme le kayak. Tu as de plus en plus de canoës kayak à Maurice en vente. Ils veulent se mettre à des sports, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, de randonnée, de natation. Donc, tu as un rapprochement du Mauricien de plus en plus avec l'environnement, du jeune, hein, parce que ceux qui sont de la génération, de ma génération, ou un peu plus, n'ont pas encore sauté le pas de ce rapprochement, et je pense que ça ne se fera pas facilement. Mais dans le 14, il y a peut-être ce qui reste de la forêt de Maurice, dans les gorges de la rivière Nord, de Nature Park. Est-ce que tu voudrais qu'il y ait un développement mais intégré pour que ces jeunes puissent découvrir que ce ne soit pas les mêmes plaisirs que celles de la plage? Écoute, aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas avoir de développement intégré. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je dis qu'aujourd'hui, le problème que nous avons à l'île Maurice, c'est que si on parle de développement intégré, c'est-à-dire qu'on se permet de développer une zone qui se trouve à proximité de sites qui sont classés ou protégés. D'accord ? Et tu ne peux pas te permettre de le faire, sachant qu'on a si peu d'espace naturel restant à l'île Maurice. Si tu veux faire du développement, va sur des terres qui ne sont pas exploitables sur le plan de l'agriculture, parce qu'on a quand même une population très importante, et c'est inadmissible aujourd'hui qu'on importe autant de nourriture, sachant qu'on aurait pu produire localement à des quantités raisonnables pour éviter le gaspillage. Okay? On a les moyens de subvenir à une partie de nos besoins, qui pourraient être complétés par une exploitation, par une mise en place d'une économie bleue responsable. Okay? Et c'est beaucoup plus des zones comme ça qu'on aurait dû développer. Mais c'est aussi à un niveau limité, c'est-à-dire être raisonnable. Parce que si tu regardes tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, tu as
des smart cities qui se développent, ici et là, d'accord. Est-ce qu'on a une demande pour les smart cities? Les études de marché qui sont publiées dans l'Express Property te démontrent qu'aujourd'hui, tu as une certaine demande pour l'achat du neuf, mais c'est un achat du neuf à titre d'investissement, exclusivement. Donc, on ne vient pas répondre à un besoin vital d'une personne d'avoir un toit, mais à une envie d'une personne de s'enrichir, de spéculer, d'accord, sur l'aspect immobilier. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la situation environnementale dans laquelle nous sommes et dans cette nécessité de réhabiliter l'environnement pour nous assurer du bien-être d'une population grandissante, enfin vieillissante mais grandissante parce qu'on a de plus en plus d'expatriés qui viennent, pour ne pas se marcher les uns sur les autres, on aurait dû plutôt avoir une réhabilitation de l'environnement plutôt qu'un développement à outrance, comme c'est le cas. Pour venir pour le dernier point, Alexandre, on regarde un peu le pomme d'amour, le prix du pomme d'amour, que si tu fais le marché, tu sais quand tu fais. Quand tu dis, il ne faut pas importer, mais c'est pas tout le monde qui peut acheter une livre de pommes d'amour à 90, presque 100 roupies, alors que la boîte de pommes d'amour, elle est là de janvier à décembre, elle est autour de 18, 19 roupies. Même si ça n'a pas le goût de la pomme d'amour mauricienne, mais ça te permet de ça, mais quand le prix n'est pas balancé, c'est difficile. Il y a un mois de cela, la pomme d'amour était autour de 40-50 roupies. Deux cyclones, un peu de vent, un peu de pluie, hop, ça fait 100 roupies la livre. La personne qui doit gérer son budget, toi aussi, sûr, si tu vas choisir, bon, on quitte le bazar pendant quelques temps, la personne voit une aubaine parce que beaucoup de personnes vont acheter des cannes de pommes d'amour d'Italie, de Brésil, oui, de France. Bien sûr. Mais elles achètent des cannes de pommes d'amour sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est le risque à prendre. Non, c'est pas le risque à prendre. C'est une mesure qui aurait dû être interdite. C'est une question de santé publique. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de personnes qui sont malades et elles sont malades en raison de leur alimentation, de leur mauvaise alimentation. Et si tu veux, en rendant accessibles des produits de très mauvaise qualité qui vont être certainement acquises par des personnes qui ont les moins moyens de se soigner et de se soigner correctement, tu es en train de provoquer en fait des dépenses de santé publique excessives pour le gouvernement. La logique voudrait que si le climat, les températures ne te permettent pas d'avoir un légume, soit que tu sois hors saison, soit qu'il y ait eu un phénomène climatique, que tu optes pour un autre légume en remplacement. S'il n'y a pas de tomates, peut-être que l'eau aura profité aux concombres, peut-être que l'eau aura profité aux pommes de terre, etc. Il faut que tu adaptes ton alimentation aux légumes qui te sont accessibles et qui se sont adaptés en fait au climat actuel. Parce qu'un légume qui n'est pas adapté au climat et qui pousse, parce que tu forces à pousser, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu seras en train de consommer un légume qui sera mauvais pour toi, même s'il sort de ta terre à Maurice. Par exemple, le thym. Prends le thym. Le thym est une plante qui n'est pas du tout adaptée à l'île Maurice. Si tu ne traites pas le thym ou si tu ne trempes pas le thym dans de l'hormone avant de l'avoir piqué, tu auras un plant qui sera relativement pauvre. C'est la raison pour laquelle, quand tu achètes un plant de thym pour le planter chez toi, tu n'auras pas une grosse touffe de thym. C'est parce que notre sol n'est pas adapté. Mais tu as des succès d'année, des produits qui peuvent remplacer le thym, qui sont parfaitement adaptés au climat de Maurice et qui ne nécessitent aucun produit. C'est ce qu'à Maurice on appelle le baume du Pérou, mais ce qui s'appelle en réalité origan d'Inde. D'accord? Qui, quand tu tranches, que tu jettes dans tes lentilles qui sont en train de cuire dans ta cocotte, donne pratiquement le même goût ou est aussi parfumé que le thym. Donc, tu as le choix pour ta santé et pour aussi la préservation de l'environnement. Soit tu encourages la plantation de thym, dont tu sais qu'il n'est pas adapté à Maurice et qui aura besoin d'engrais chimiques à chaque fois pour pouvoir pousser, engrais que tu consommeras quand tu mangeras tes lentilles, ou de prendre un produit adapté à ton climat, à ton sol mauricien, qui aura un goût proche, potentiellement pas le même, mais proche, et qui ne t'empoisonnera pas. C'est la même question en fait. C'est un choix à faire.
Donc pour les tomates, c'est un choix à faire aussi, je pense. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2020, Alexandre? Écoute, une bonne santé. C'est important ça, bien manger. Bien manger, Ben, pour être en bonne santé. Manger correctement, c'est lié à la bonne santé. Mais bon, après, on peut avoir une mauvaise santé due à autre chose. Mais uniquement la santé. Parce que je pense qu'avec la santé, on a l'énergie, si on a un peu de volonté de faire ce qu'on veut faire. Donc voilà. Alexandre Babes-Poignat, merci beaucoup, bonne année. Merci à toi, bonne année.